Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si, comme moi, quand autrefois je donnais en classe un devoir ou un travail à faire à mes étudiants, par exemple, je ne sais pas, écrire un résumé sur un article que je passe en 2 pages, ils râlaient en disant « Ah, madame, est-ce qu'on peut avoir plus de temps ?» etc., etc. Là, je leur dis bah, écoutez, si vous pouvez pour la semaine prochaine faire un travail de 10 pages, ah oui, madame, sans problème, on peut le faire. Assurément, dans leur tête, ce qui se passe, c'est bah oui, j'ai la question, je peux la mettre dans les intelligences artificielles et puis je peux vous livrer ce devoir-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal d'inquiétudes ou pas mal de questionnements dans notre tête sur les intelligences artificielles. On va en parler des intelligences parce que peut-être le mot intelligence aussi, on va clôturer en disant est-ce que c'est le bon terme, mais en tout cas, elles sont plurielles, ces intelligences-là, par l'écrit, par le texte, par le clonage des voix, par les vidéos, par les podcasts, par les audios, etc. etc. Donc, les questionnements aujourd'hui, quand je vous ai interrogé, plusieurs disaient je ne sais pas si ces intelligences vont permettre aux apprenants d'être un peu plus intelligents ou peut-être de les rendre, de les abêtir carrément. Donc ces générations, est-ce qu'elles vont bien apprendre puisque tout est à leur portée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? En tout cas, beaucoup de questionnements aussi. Quel est mon rôle, moi, en tant qu'enseignante aujourd'hui dans la salle de classe? Est-ce que je vais être remplacée? Il y a toutes ces questions, tous ces questionnements en tout cas, qu'on va essayer aujourd'hui d'aborder avec, on a 3 invités que vous connaissez et qui sont des invités maison, mais en même temps qui travaillent au sein du groupe IGS et en dehors du groupe IGS. Donc, moi, j'ai l'honneur d'avoir Monsieur Yannick Libéry, qui est avocat, donc il va se présenter dans quelques instants, qui aussi aborde, donc qui est intervenant au sein du groupe IGS avec en RH. La chance d'avoir aussi Philippe Couzon, donc, que j'ai rencontré depuis plusieurs années à Pédagogia et qui, lui, est spécialiste de la communication numérique. Il vient de l'ISCPA et qui va nous parler aujourd'hui de l'utilisation de l'IA avec et par les apprenants. Et ensuite, David Larcher aussi, qui est formateur ICD à Toulouse. Donc, on a 3 écoles réunies de Toulouse qui vont justement nous éclairer un tout petit peu sur ce sujet. Assurément, il y a un moment qui est important, qui est le moment du débat. Donc, n'hésitez pas, voilà, on est là pour discuter, pour se nourrir donc, physiquement. À tout moment, n'hésitez pas à vous déplacer pour vous servir, mais également à se nourrir mentalement, à partir de peut-être avec plus de questionnements, peut-être, ou avec plus de réponses. Et à la fin, si le temps nous permet, donc je vous ai fait une petite conclusion également donc de ce qui se passe aujourd'hui, de la question éthique peut-être des intelligences artificielles, parce que c'est vrai, c'est un peu clivant, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. Et puis, quelquefois, les questions éthiques demeurent un tout petit peu timides. Et également, comment faire justement pour éviter en salle de classe, éviter que les enseignants, que les apprenants en tout cas soient des consommateurs, mais aller au-delà de cette consommation pour une co-construction avec les intelligences artificielles. Voilà, donc, cher Yannick, merci encore à Aurélie, merci à Oriane, Céline, enfin toute l'équipe de Toulouse qui ont veillé vraiment au moindre détail, le service informatique, qui ont vraiment veillé au moindre détail pour le déjeuner, mais pour aussi le choix des intervenants. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis, cher Yannick, donc, à toi la parole pour nous éclairer sur ton angle en tant qu'avocat des intelligences artificielles aujourd'hui. C'est quoi le problème et c'est quoi la solution éventuellement? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci également aux propos introductifs de Monsieur le directeur académique. Je suis très content et très honoré de participer donc à ce premier déjeuner pédagogique. Vous voulez que je prenne le micro? Oui, je pense qu'à l'arrière, c'est mieux, surtout si on filme aussi. Merci Yannick. Avec plaisir.
Donc très heureux de participer et d'inaugurer ce premier déjeuner académique. C'est toujours important de se réunir, de partager un moment de convivialité et d'en profiter pour essayer d'approfondir un certain nombre de nouveaux challenges, de nouvelles problématiques, si tant est qu'il y ait effectivement des problématiques au niveau de l'intelligence artificielle, mais effectivement vous allez vite comprendre qu'on en a, même si c'est quelque chose de particulièrement important et que tout le monde doit bien évidemment saisir. Donc je m'appelle Yannick Libéry, je suis avocat depuis 25 ans. Avocat à la Cour d'appel de Toulouse. Je suis spécialiste en droit social. Donc je suis associé d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Barthélémy. On est un cabinet 100% patronal, premier cabinet français de droit du travail. On est implanté sur 21 bureaux au niveau national et on a à peu près 180 collaborateurs. Donc j'étais directeur général de Barthélémy avocat pendant quelques années. Je suis l'ancien également directeur pédagogique de l'école des avocats. Donc j'interviens pour pas mal de masters et j'interviens bien évidemment à l'IGS depuis, on va dire, quelques années, à mon avis, bientôt 20 ans, je pense. Voilà. Donc en tout cas, très honoré de pouvoir parler de ce sujet-là. Alors sous l'angle droit du travail, mais bien évidemment, le droit du travail, c'est le cœur de mon activité. Ceci dit, j'ai à l'époque, et on va peut-être parler aussi d'Internet, puisque ça me fait penser un peu à ces années-là, quand j'étais jeune étudiant, dans les années 90, où Internet venait, Far West juridique, on parlait comme ça d'Internet, et puis on s'est aperçu quand même qu'il y avait un certain encadrement législatif, mais j'en parlerai également. Et ça me fait penser également à une thèse que j'avais réalisée à l'époque où personne ne payait sur Internet, le paiement en ligne dans l'opération de commerce électronique sur Internet, et on payait en ligne en se disant « oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très dangereux, on va tous mourir, enfin bon. » Mais en fait, on s'est aperçu que finalement, il y avait là aussi un certain encadrement législatif. Donc je parlerai d'abord peut-être de ça. On va utiliser, et on utilise déjà, et on utilisera l'intelligence artificielle de plus en plus. Ça, je pense que personne n'est dupe ou ne sera surpris, sauf s'il y a un blackout total dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais on va tous utiliser, et on utilise tous déjà l'intelligence artificielle, donc on n'a pas forcément le choix. On va le faire. Les étudiants le font déjà. Nous le faisons également au sein de nos cabinets. Il y a des stagiaires avocats qui arrivent, des stagiaires en master, etc. Donc je passe de temps en temps le nez derrière l'écran, puis je vois effectivement un certain nombre d'applications qui sont ouvertes. Je ne dis rien, même si mon âge me fait dire quand même, c'est pas normal, il devrait faire ça à la main, sans ordinateur, utiliser le fax, etc. Je caricature un peu. Mais en tout cas, c'est comme ça, et il faut le prendre comme ça arrive et essayer de s'adapter. La première question que je me pose, c'est d'abord, est-ce qu'il y a un cadre législatif à l'intelligence artificielle? Et là, effectivement, ça me renvoie à ces vieux débats quand Internet est arrivé, no man's land juridique, Far West juridique. Et puis, il y a aussi une loi, quand j'étais jeune étudiant dans début des années 90, qui me fait penser un petit peu à tout ça, c'est la loi sur la bioéthique. Est-ce qu'on va avoir un cadre législatif de type un peu ce qu'on avait sur la bioéthique pour légiférer sur l'intelligence artificielle? Je ne sais pas, ça arrivera peut-être. Bref, aujourd'hui, on a un cadre législatif qui n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle, mais nous avons des lois, des règlements, des arrêtés, des décrets qui sont parfaitement applicables à ce qui se passe aujourd'hui en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Deux exemples, tout ce qui est relatif à la loi sur la protection des données personnelles, c'est parfaitement applicable sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis un deuxième exemple, et pas des moindres, la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, droit d'auteur, brevet, marque, dessin, etc. Quand il y a de l'intelligence artificielle qui génère un certain nombre de graphiques, d'images, d'infographies, etc., le premier réflexe qu'on doit avoir dans un cabinet d'avocat, c'est « ok, mais
Est-ce que les droits de propriété intellectuelle sont respectés si jamais un avocat utilise ce qui a été généré par l'intelligence artificielle et qui va être utilisé, pourquoi pas, à destination d'un client avec des droits d'auteur dont on ne sait pas s'ils ont été finalement respectés. Et je crois que la première question, effectivement, à se poser, qu'on soit professionnel du droit ou qu'on soit étudiant, c'est est-ce que j'ai effectivement le droit d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de mes travaux applicatifs. Rappelez-vous, pour les plus anciens, les réticences des maîtres, des maîtresses, des professeurs à faire de la photocopie à l'époque de livres pour distribuer dans les classes, on avait ces problématiques-là. On se posait déjà à l'époque ces questions. Ces questions, il faut se les reposer dans le cadre de l'utilisation des intelligences artificielles. Donc, je ne ferai pas de technique, parce que je pense que vous allez en faire, et je ne citerai pas d'application. Évidemment, vous pensez déjà à quelques applications qui sont... Je ne sais pas si on peut poser les questions maintenant. Peut-être sous peu, là. On va les laisser. Voilà. Et dites-moi si je suis trop long aussi. Donc, c'est effectivement ces questions-là qu'il faut se poser. Alors moi, je suis dans l'incapacité de vous dire si telle ou telle application utilise des données qui ne sont pas forcément protégées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les utilisations, on va dire, l'application utilisée en ce moment par nos étudiants n'est pas une application française, donc on n'est pas déjà sur le même cadre législatif. Le copyright, c'est pas la même chose que la propriété intellectuelle à la franco-française. Donc déjà, il y a une problématique qui va se poser, qui se pose sur qu'est-ce qui sort de cette application d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on en fait, quel risque la personne morale qui l'utilise peut avoir. Alors, la personne morale, c'est un cabinet avocat, mais c'est aussi l'IGS. Voilà. Donc il y a un premier point qui est effectivement une difficulté par rapport au cadre législatif. Il y a bien évidemment des lois qui sont parfaitement applicables. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'étudiant ou qu'est-ce qu'on fait avec l'élève avocat, si je parle de mon métier, qui utilise déjà des applications d'intelligence artificielle. Est-ce que il y a une formation spécifique à lui donner, ou est-ce qu'on peut considérer que n'importe qui demain pourrait être un expert en droit social ou pourrait être un expert dans tel ou tel domaine par le biais de l'utilisation de l'intelligence artificielle? On a déjà quelques expériences, notamment internes au cabinet, et on s'aperçoit en fait qu'un mauvais élève ou qu'un mauvais avocat fera un mauvais prompteur de l'intelligence artificielle. Alors là, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que le cadre pédagogique et le savoir que vous allez donner sera de toute façon nécessaire, parce qu'un mauvais utilisateur fera une mauvaise réponse. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui apprennent et pour ceux qui dispensent un certain nombre de formations. Donc la question, c'est comment je peux faire un bon prompteur. Et bien évidemment, on ressort tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cadre législatif qui concerne le droit du travail, que l'élève soit bien formé. Et un élève bien formé fera une bonne utilisation d'une application si je pars sur ChatGPT. Donc ça, c'est important. C'est qu'au niveau des interrogations, en droit du travail, si je prends l'exemple de droit du travail, on est tellement sur, comment dire, un cadre déjà extrêmement complexe qu'on ne peut pas interroger une application IA sans être extrêmement expert dans la matière. C'est pas possible. Sinon, on va avoir une réponse qui ne retiendra que la moitié de la problématique. Si je demande est-ce que dans telle entreprise, je dois payer les heures supplémentaires à 25%, voilà, j'interroge l'application, mais il y a plein d'autres questions qui se posent. C'est quelle est la convention collective applicable? Est-ce qu'il y a des accords d'entreprise internes? Est-ce qu'il y a des usages? Est-ce qu'il y a des engagements unilatéraux? Est-ce que c'est un temps partiel? Est-ce que c'est un temps plein? Bref, si vous ne faites pas à force la bonne interrogation, vous n'aurez jamais
une bonne réponse. Vous pouvez la faire. Pardon? Vous pouvez la faire, l'interrogation. Il peut la faire, mais encore faut-il qu'il ait l'ensemble des réflexes permettant de la faire. Et c'est justement là où on dispense cette formation, c'est comment arriver en fait à bien interroger l'application. Parce que l'application est intéressante, et dans notre business, elle est très intéressante, notamment pour générer des courriers à l'attention, de projets de courrier à l'attention, par exemple, de salariés ou d'employeurs. Mais encore faut-il derrière avoir la matière, donc générer par plusieurs sous-questions, générer une bonne réponse. Mais la capacité, l'intelligence pour pouvoir générer cet ensemble de sous-questions, il faut connaître au départ l'ensemble des dispositions applicables pour pouvoir justement avoir ces bons réflexes. C'est là où il faut faire extrêmement attention et de mauvais élèves, je le redis, ou des élèves mal formés feront des mauvaises réponses en termes d'intelligence artificielle. Le troisième point, je vais peut-être terminer par là parce qu'il y a d'autres intervenants. Le troisième point, c'est l'utilisation de la réponse qui a été générée. Alors là, c'est plutôt un point business qu'un point IGS. C'est à quel moment, déjà, est-ce que je dois, et à quel moment informer mon lecteur que j'ai utilisé une intelligence artificielle dans le cadre de ma réponse. Alors c'est vrai que ça interroge mon business parce que lorsque je réponds à un client et que je lui fais une note de 4 pages et que je lui facturer X euros sur cette note-là, est-ce qu'il est en droit ou pas de connaître, de savoir que cette réponse a été générée en tout ou partie, on va dire en partie, à l'aide d'une intelligence artificielle? Et est-ce que je dois citer l'application qui a été utilisée, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité? Parce que derrière, si jamais je suis responsable parce que la réponse qui a été communiquée sur la base de mauvaises informations qui ont été communiquées par l'application d'intelligence artificielle que j'aurais rémunérée franco-française, d'accord? Donc, est-ce que demain, il ne va y avoir des jeux de responsabilité? Et si j'applique cette problématique-là à une école ou une université, est-ce que je devrais informer le professeur qui est en train de me corriger que j'ai utilisé une intelligence artificielle? À mon sens, oui. À mon sens, c'est pas ce qu'il faut retenir par le professeur comme étant un résultat qui soit un résultat péjoratif ou quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de décomplexer, que ce soit les apprenants ou les experts, alors disant, mais très bien, vous utilisez une intelligence artificielle pour résoudre telle ou telle problématique, ben, ça serait bien que vous nous donniez quelques informations sur l'usage qui a été fait de cette intelligence artificielle dans le cadre de votre restitution. Voilà. Il y a plein d'autres choses, mais... on reviendra peut-être dans les questions. Merci beaucoup, merci Maître Liberi. Alors peut-être une chose importante qui a été, plusieurs choses intéressantes qui ont été mentionnées, mais cette notion d'expertise. Est-ce qu'on est expert ou pas pour l'utilisation d'une application? Et je vous renvoie, avant de donner la parole donc, à Philippe, qui va nous dire réellement, est-ce qu'un enseignant doit solliciter dans sa salle de classe la conscientisation de l'utilisation. Donc Philippe va nous parler de l'intelligence artificielle avec et par les apprenants. Mais j'aimerais vous montrer juste cette capture donc, de Alexandre Tuilkanov en janvier 23. Il disait, si on veut utiliser, bon, on va prendre ChatGPT parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs applications. Et il disait que si on veut utiliser ChatGPT, posons-nous la question d'expertise. Hein. Donc, on revient à ce qui a été dit. Si je voudrais une réponse qui doit être vraie, est-ce que je veux une réponse vraie? Si je ne veux pas que la réponse soit exacte et vraie, dans ce cas-là, c'est une bonne idée d'utiliser ChatGPT. Parce que je ne suis pas expert, je lui pose une question, il peut me donner une bonne réponse comme il peut me dire des bêtises. Et moi, je ne suis pas experte du sujet, donc je peux prendre l'information telle qu'elle
Et là, on parle davantage donc d'obscurantisme pour les apprenants. Donc, on revient à ce qui a été dit, comment on forme les apprenants à l'utilisation de ces outils aujourd'hui pour co-construire avec les outils et non pas pour consommer les outils. Il nous dit si la réponse devrait être oui, dans ce cas-là, il y a une autre question qui se pose. Possédez-vous une expertise pour valider la véracité de la réponse? Et si la réponse est non, donc ce n'est pas une bonne idée d'utiliser ChatGPT ou un autre outil. Si la réponse est oui, dans ce cas-là, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité juridique, la responsabilité morale pour des erreurs commises? On parlait beaucoup de plagiat et autres. Ben là, on est à un cran supérieur. Et si la réponse est oui, donc c'est possible d'utiliser ChatGPT, si on assume toute cette responsabilité morale et juridique, c'est possible d'utiliser ChatGPT, mais là, il nous dit, assurez-vous de vérifier l'exactitude et le gros bon sens de chaque mot, de chaque phrase produite. Donc, ChatGPT, jusqu'à présent, il ne cite pas ses sources, alors qu'on a d'autres outils qui citent les sources comme Perplexity, etc., etc. Mais avant de rentrer voilà, au cœur de ces outils, Philippe, peut-être que je vais te demander de Philippe qui va nous parler, donc à l'ISCPA, comment il utilise les intelligences artificielles avec et par les apprenants pour donc moins être consommateurs et être davantage dans la production. Alors, je m'en occupe. Peut-être qu'il peut commencer avec l'introduction. J'ai besoin du début. Okay. Et voilà, à toi. Voilà. J'ai commencé avec un prompt, puisque voilà, c'est une représentation de ChatGPT et de moi, pour le coup je vais citer le nom, et je lui ai demandé de me faire une présentation de 10 minutes. Je n'ai pas tout suivi, parce qu'il y a des trucs, c'était foireux, donc j'ai adapté, voilà, et je pense qu'il faut encore qu'on adapte. Donc je suis Philippe Couzon, j'interviens en com digital auprès des C2 et des C3. On a le petit rookie qui représente l'ISCPA. J'avais fait une représentation des étudiantes et étudiants avec il y a quelques temps. Donc voilà. Il y a un constat, c'est que l'IA, elle est là. Dans les entreprises, les gens l'utilisent. Ça a été très vite. Pour le coup, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide depuis que voilà, j'ai connu le début du web et tout ça. Et là, c'est sans commune mesure. L'IA, il y a plein de choses différentes. Les gens ne savent pas l'utiliser, l'utilisent n'importe comment, et c'est pas grave. On faisait la même chose avec les téléphones, on faisait la même chose avec Google. C'est pas grave, c'est là, mais il va falloir faire avec. On peut aider les apprenants à prendre du recul. On est des experts dans nos domaines, donc du coup, ça veut dire qu'on a ce recul-là. On a vu d'autres révolutions arriver depuis les années 90, et donc du coup, on a cet apprentissage-là, donc on peut voir ce qu'il en est. L'IA va très très vite, ce qui fait qu'il y a des choses qui tombent très rapidement, qui disparaissent. J'ai mis à jour ma présentation ce matin parce que Google a annoncé un truc ce matin, et donc du coup, il y avait une partie qui était plus bonne. Voilà, il y a plein d'IA possibles. Google Bard va devenir Gemini d'ici la fin de la semaine. A priori, pourra générer des images. Il y aura un bot, il y a ChatGPT, Bing Copilot. Il y a GenChat qui permet d'avoir plein de GPT gratuits. Et il y a plein d'autres trucs en images. Vous avez Ideogram qui est gratuit, qui, en gros, au niveau des droits d'auteur, c'est pas son problème. Question posée par une étudiante, mais du coup, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Non. Ça veut dire qu'il le produit, mais on n'a pas le droit de l'utiliser d'un point de vue commercial s'il y a une atteinte au droit d'auteur. DALL-E est beaucoup plus regardant sur le droit d'auteur, mais ça dépend de la puissance commerciale en face. En fait, Disney, c'est vraiment tout banni. Par contre, Star Trek, ils s'en foutent. Voilà. L'IA est présent dans Canva, va être sur PowerPoint, va être dans Excel, et du coup avec Copilot, Copilot va être partout. On peut monter aussi des vidéos, on peut à partir d'un simple texte dire
fait une vidéo à partir d'un texte de magazine ou d'un texte écrit, et il va proposer un script, il va proposer la vidéo derrière, on va même pouvoir avoir la voix, donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis comme il y a des problématiques, puisqu'on va pouvoir utiliser aussi la voix. Un des problèmes, c'est que c'est payant. ChatGPT, c'est 20 $ par mois. Et donc, si on doit avoir, et plus, à chaque fois, ça va être à peu près ça. Donc, ça va être assez rapidement payant. Donc, si on l'utilise, alors, ce que je conseille, c'est de prendre d'abord un truc gratuit, se faire les mains sur le truc gratuit. En fait, actuellement, on a des Rolls-Royce. Et en fait, les gens, ils sortent à peine de leur apprentissage vélo, quoi. Et on ne peut pas, en fait, il faut commencer par... Enfin, moi, j'ai commencé par la 2 chevaux et j'ai trouvé ça très bien. J'ai jamais conduit de Rolls. Mais en tout cas, commencer à se saisir de l'outil, essayer d'avoir un outil qui va un peu durer, parce qu'actuellement, là, les choses vont tellement vite qu'on apprend pendant 2 semaines, et puis il y a un nouvel outil qui arrive, et puis on passe à autre chose. Ça n'a pas de sens. Il faut, d'un point de vue pro, on a besoin d'aller un peu plus loin. Lors de la rédaction d'un prompt, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, il faut bien penser à situer la question, c'est-à-dire il faut indiquer le rôle qui est joué par l'IA. On lui demande à l'IA d'être un expert, d'avoir tel point de vue, d'être dans tel contexte. Les prompts, ils peuvent être très longs. Les prompts, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures à écrire. Puis on peut même demander à l'IA de générer le prompt si on veut vraiment pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut faire un prompt qui va générer des prompts, etc. Et donc, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi donner des bases de connaissances, quel que soit ça veut dire que dans l'histoire de tout à l'heure juridique, ça veut dire que l'IA, si je dois la faire travailler sur un truc juridique, je vais lui donner les conventions collectives, je vais lui donner le Dalios à bouffer, je vais lui donner, enfin voilà, plein de choses pour qu'elle puisse avoir un contexte. Vérifier, comparer les résultats. Une IA, elle n'est pas là pour dire la vérité, elle est là pour produire du contenu. C'est voilà. C'est aussi simple que ça, donc il faut vérifier. Il faut parfois passer par l'anglais, même si de plus en plus d'IA, notamment ChatGPT, comprennent le français, le faire en anglais, ça fonctionne parfois mieux. Parfois des simples trucs comme mettre des majuscules, ça va modifier les choses. Notamment sur le idéogramme, qu'on lui demande du texte, de dessiner du texte, en minuscule, il ne sait pas le faire, en majuscule, il sait le faire, et voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut aussi être poli, parce qu'on s'est aperçu maintenant que quand on est poli, on a des réponses qui sont différentes de si on n'est pas poli. Voilà. Il y a besoin qu'on lui parle bien. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire que dans l'apprentissage, c'est bien d'être poli. Et on peut aussi faire du rétro-engineering, faire l'inverse, en fait. Partir d'un texte, quelque chose qu'on a déjà, ou d'une photo, et demander à l'IA le prompt qu'on aurait utilisé pour obtenir cette photo. Ce qui permettra après plus facilement de reproduire des textes ou des types d'articles derrière. Alors, à quoi on va s'en servir? Pour nous, intervenants, ça permet d'illustrer les slides. Là, j'avais un truc, c'était le jour d'Halloween, et donc du coup, j'ai fait un slide sur Halloween, et c'était très très bien. Elle a juste 6 doigts, mais bon, ça passe, c'est le thème. On peut avoir un texte et puis demander du coup à l'IA de nous proposer des exercices, de nous proposer des choses, des activités en fait. Et c'est simple à faire, si on est à court d'idées. On peut demander aux étudiants de créer du contenu. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on demande à l'étudiant de regarder ce qui se fait dans son domaine, de benchmarker. On peut lui demander de créer une base de connaissances, de se créer un bot. Et d'avoir quelque chose de précis. Et je l'ai fait vendredi avec des étudiants, avec des étudiantes et un étudiant. Elles et ils ont trouvé ça super long, en fait, parce que je leur ai demandé de vraiment faire des bots qui connaissaient leur sujet, pas un truc générique, un truc, je voulais que ce soit spécifique. Donc on peut benchmarker, créer une base de connaissances, on va structurer, on va tester, on va regarder ce qui marche. Et en fait, quand on fait tout ça, on apprend. Mine de rien. Donc c'est intéressant. Bref.
L'IA, pour moi, ça va être pour développer l'esprit critique, parce que on sait que ce qui va être produit, c'est pas forcément vrai, et c'est bien d'en avoir conscience. Et finalement, voilà, développer la créativité, parce que il y a parfois des choses très 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 étonnantes qui sont produites. Je ne sais plus quel était le prompt pour le chat, mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça, par exemple. Elle va permettre de renforcer les apprentissages et puis, nous, comme professionnels, et les étudiants aussi comme professionnels, d'économiser des moyens. Ça nous fait gagner du temps, mais exactement comme à mon époque, je ne sais plus où, dans les années 80, on se posait la question de la calculatrice. Est-ce que utiliser une calculatrice, c'est tricher? C'est exactement le même débat. Et à l'époque, il y avait des gens qui ne voulaient pas de calculatrice en cours et qu'il fallait faire à la main et que ça prenait du temps. Et on est en fait dans cette même problématique-là où on va pouvoir créer du contenu. Et puis il y a un truc, il vérifie aussi les fautes d'orthographe parce que l'IA en fait aussi. Elle ne sait pas notamment accorder au féminin. Ça, c'est un truc au masculin et féminin. Elle utilise les vieilles règles de français, les règles de proximité. Et voilà, ce qui ne fonctionne pas en français. Voilà. Voilou, en gros, et puis je répondrai à vos questions après. Mais... voilà. Merci beaucoup, Philippe. Donne-nous le temps. Alors, peut-être comme on a parlé du prompt, je vous réfère à quelque chose qui existe en ligne pour vous aider à créer vos prompts. Si le temps nous permet aussi, on peut dire quelles sont les étapes du prompt. Ça s'appelle Prompt 101. C'est fait par l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et elle fait quelque chose pour les enseignants, justement, pour savoir dialoguer avec notamment ChatGPT, mais avec les intelligences artificielles, pour avoir un meilleur résultat, en tout cas, pour qu'on ne soit pas déçu dans la question de dialoguer avec ChatGPT. Donc, c'est en ligne, c'est gratuit. Ça s'appelle Prompt 101. Et UQAM, U-Q-A-M. Peut-être une question pour Philippe en attendant que je règle le PowerPoint pour revenir à David. Est-ce qu'il y a une question? Une seule qu'on prendra momentanément? Non? Ok. David alors? Ouais. Donc l'angle des intelligences artificielles vu par à l'ICD en fait. Quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre? Comment est-ce que, David, toi, tu les amènes sur ces questions-là? Est-ce qu'on est dans du plagiat? Est-ce qu'on est plus dans une co-construction? Donc, ton témoignage est le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'avoir convié. Donc, moi, c'est David Larcher. Je suis data scientist consultant et j'interviens à l'ICD en formation sur l'IA pour permettre aux étudiants en fait, de comprendre un peu les problématiques qui se posent et les opportunités qu'ils peuvent saisir. J'interviens en 3e année avec une initiation aux enjeux de l'IA et ensuite en 4e année sur l'application de l'IA sur des sujets marketing et les concepts un peu big data qui se structurent autour de l'IA. Et voilà, mon but, c'est de leur transmettre mon expérience en tant que data scientist pour leur donner les clés de compréhension, pour qu'ils puissent savoir quels sont les domaines dans lesquels ils ont des choses à développer potentiellement et ceux sur lesquels il faut être vigilant. Il y a pas mal de choses qui ont été déjà évoquées par mes deux collègues. On parlait des erreurs de l'IA, on parlait du plagiat, de la propriété intellectuelle et tous ces sujets-là. Alors, ça, c'est parfaitement juste. Il y a des hallucinations. Quand on pose une question à ChatGPT, en fait, elle va peut-être vous répondre quelque chose qui n'est pas exact. La propriété intellectuelle va peut-être avoir des trous dans la raquette parce que tout IA, en fait, est basé sur un corpus d'entraînement. Ce corpus d'entraînement, il n'est pas forcément publié, surtout quand on traite avec une entreprise qui est américaine, qui ne publie pas forcément tout son contenu, même si on peut dire qu'à la base, son nom c'est OpenAI, elle n'est plus forcément aussi open que ce qu'elle n'était à sa fondation.
Donc ça pose tout un tas de questions et moi j'essaie d'accompagner les élèves sur ces problématiques-là. Le premier message que j'essaie de leur transmettre, ce serait le même message que j'aimerais vous transmettre aussi, c'est n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. L'IA, c'est quelque chose qui a une innovation de rupture et chaque innovation de rupture provoque des craintes parce qu'elle va chambouler tout un tas de choses qui sont pour l'instant établies et qui vont devoir être redéfinies. Donc c'est OK d'avoir peur, c'est normal de se poser des questions. Moi-même, je m'interroge assez souvent sur les opportunités et les risques. Je pense qu'il faut un peu lâcher prise parce que c'est un peu massif comme sujet. Donc voilà, si on lâche un peu prise, on peut essayer de prendre le problème sous un angle objectif. Et l'angle objectif, c'est que voilà, on arrive à faire des choses grâce à l'intelligence artificielle qui nous augmente, qui nous permettent de réaliser les choses non seulement bien, mais mieux que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Il y a eu une étude faite par Harvard avec le Boston Consulting Group, où ils ont pris leurs consultants, ils ont pris, je crois, 800 consultants, et ils ont analysé leur travail avec ou sans IA, et ils ont observé que le résultat produit par les consultants du Boston Consulting Group, avait augmenté significativement, je crois que c'était environ 30% sur la notation des rendus finaux. Mais il restait encore des disparités sur le résultat, même avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, ça rejoint ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est qu'un bon performeur sans IA sera toujours un bon performeur avec une IA. Et donc, l'IA va, entre guillemets, extrapoler ou augmenter la performance de quelqu'un, d'autant plus qu'il était performant au départ. Donc voilà, donc ça, l'IA, c'est quelque chose qui permet de faire plus que ce qu'on faisait avant, et je pense que ça va nous nécessiter de redéfinir ce qu'on veut définir dans le sens de ce qu'on veut faire. Quelles sont les missions qu'on veut confier à nos futurs apprenants, enfin à nos futurs employés, les élèves en fait, ce qu'ils vont faire dans leur vie professionnelle. Est-ce que la mission serait de résumer des textes ou bien ce serait de définir une stratégie basée sur un ensemble de résumés qui va permettre ensuite de pouvoir tirer des conclusions sur un développement commercial. Voilà, ça sera peut-être éventuellement prendre un pas en arrière sur ce qu'on leur confiait jusqu'à présent et essayer de leur donner une perspective un peu plus longue. Donc je pense que ça nécessitera de redéfinir un petit peu voilà, ce qu'on attend en fait des étudiants. C'est pas forcément des missions auxquelles on pouvait les confronter jusqu'à maintenant, mais grâce à l'intelligence artificielle, comme leurs capacités sont augmentées, on peut leur en demander un peu plus. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut aller pour tirer un peu vers l'excellence. Il y a un sujet aussi sur lequel j'aimerais rebondir, qui n'est pas forcément quelque chose que je vais vous présenter, mais plus une interrogation que j'ai par rapport au rapport en fait, qu'on peut avoir entre les élèves et la notion de code. Parce que donc l'ICD, c'est une école de commerce, et je comprends parfaitement qu'une école de commerce n'a pas vocation à former des développeurs informatiques. Et donc ça, c'est clair que voilà, on ne va pas pouvoir faire à la fois de l'expertise informatique et de l'expertise commerciale et business. Mais la problématique que moi je perçois en tant que data scientist sur l'IA, c'est que ce qui se passe en gros, c'est qu'on a peut-être 3, 4, 5 acteurs majeurs qui vont développer des IA que tout le monde va utiliser. OpenAI, pour ne pas les citer, Google et compagnie. Et que le risque que moi je vois, c'est que c'est pas un risque que l'IA prenne le dessus sur la société, mais c'est plus en termes de business qu'en fait dans la chaîne de valeur, nous on soit tout au bout de la chaîne de valeur, derrière tous ces acteurs-là, et dépendant de leur bon vouloir, dépendant de ces outils-là, et qu'on n'ait pas la main en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fondamentalement me pose question, et c'est quelque chose auquel je suis confronté quand j'essaye d'expliquer aux élèves comment utiliser l'IA pour faire du marketing, comment utiliser l'IA pour faire des prédictions, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour tout ça. Je me rends compte qu'on est très vite dépendant d'outils qui vont faire qu'en fait les élèves n'auront pas l'autonomie nécessaire pour développer leur carrière professionnelle en totale liberté.
Et donc, moi, j'ai mon sentiment personnel, mais c'est mon sentiment en tant que David Larcher, c'est que je pense que le code, malgré le fait qu'on soit dans une école de commerce, ça reste quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui serait probablement intéressant d'avoir une réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas donner aux élèves des clés de compréhension du code pour pouvoir utiliser des outils IA open source. Parce qu'aujourd'hui, si on veut utiliser de l'IA, la solution simple, c'est ChatGPT, par exemple. Je ne sais pas si vous avez la connaissance d'une entreprise qui s'appelle Mistral, en France, qui développe des outils équivalents, quasiment performance, à ChatGPT, qui sont open source, et qui peuvent être utilisés de manière relativement simple, sans être un expert en informatique. Hein. Il suffit juste d'avoir quelques compétences informatiques élémentaires. Et donc, ça serait, je pense, une solution intéressante d'essayer de voir si on ne peut pas donner aux élèves en fait, les capacités de code suffisantes pour pouvoir essayer d'avoir un peu une relation plus égale avec l'IA et pouvoir avoir en fait, des capacités de développement un peu internes. Voilà. Donc ça, c'était un élément que je voulais partager avec vous parce que je suis confronté à ce sujet-là quand je veux partager à mes élèves. Et je me dis, bon, on ne peut pas utiliser Python parce que c'est pas dans leur cursus. Moi, je vois mon fils qui est en seconde, là, ils sont en train d'avoir des cours de Python en ce moment dans les classes générales. Je pense que c'est un peu difficile de laisser des élèves partir de l'école sans savoir coder en Python, ne serait-ce que les bases, quoi. Et donc voilà, moi, c'est mon sentiment. Je pense qu'il faut avoir un regard critique un peu sur tout ce qui est no-code, tout ce qui est les solutions un peu plug and play, et essayer d'avoir peut-être éventuellement voilà, quelque chose de plus vaste sur est-ce qu'on ne pourrait pas proposer aux élèves, peut-être sur un petit module, un accompagnement pour apprendre à coder en Python, par exemple. Voilà. Ça serait mon sentiment, mon expérience sur 2 ans. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de recul, mais j'ai souvent un peu cette frustration quand même de me dire tiens, je leur proposerais bien un peu de Python. C'est peut-être une déformation professionnelle. Mais... Voilà. Merci. Non, mais merci. Merci beaucoup David. Et peut-être aussi par le même biais parler du cours d'initiation, justement ces chartes qu'on crée de plus en plus pour guider les apprenants dans l'utilisation des intelligences artificielles et également donc des cours d'initiation. Une charte qui est née à Lyon, à l'ISCP à Lyon, par exemple au sein du groupe IGS sur l'utilisation des intelligences artificielles. Bon, on peut aller au-delà, elle a le mérite d'exister, elle est très très bien. Mais au-delà aussi, souvent ils disent oui, mais ça a été abordé au début en disant, est-ce que nos apprenants naissent déjà avec une conscientisation éthique sur l'utilisation des intelligences artificielles? Il va falloir justement qu'on les forme sur cette question. Et pour les former, comme c'est une question transverse, pourquoi pas réfléchir à un cours d'initiation. En tout cas, on va prendre à peu près un quart d'heure de débat, de questions, n'hésitez pas. Suite auquel je reviendrai sur la question d'évaluation en salle de classe aujourd'hui, quel est le rôle de l'évaluation, mais également les questions éthiques de ces technologies qui vont très 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 vite. Et même ceux qui étaient à la base des intelligences artificielles ont demandé un moratoire de 6 mois pour réfléchir, parce que le monde va très 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 vite. Et donc on n'arrive pas à suivre. Et je vous parlerai un peu plus de ça. Donc, des questionnements dans la salle, des témoignages. À vous la parole. Moi, j'avais une question, c'est pour... Alors, peut-être parler fort, parce que le micro, malheureusement, je ne peux pas... Dans ton activité de consultant data scientist, oui. Comment toi, tu l'appliques au sein de ton entreprise, justement, l'IA? L'IA, en fait, moi, en tant que consultant, donc la majorité de mes projets sont dans le domaine de l'énergie. Oui. Par exemple, dans le domaine de l'éolien ou dans le domaine du solaire, donc voilà, certains projets pour piloter des éoliennes ou des choses comme ça. Il se trouve que moi, dans ce que j'ai observé dans l'industrie, là, on a beaucoup parlé d'IA générative. Oui, exact. ChatGPT et compagnie, c'est l'IA, donc la catégorie IA générative. De ce que j'observe, il y a effectivement beaucoup de hype autour de ce sujet-là, mais dans ce qui va être vraiment demandé par les entreprises en termes de solutions très concrètes, il y a beaucoup d'autres aspects de l'IA qui sont demandés, comme le pilotage, la prédiction, la reconnaissance visuelle,
la classification de données pour faire des prédictions sur des silos, pour faire de la logistique. Beaucoup de sujets qui ne sont pas du tout liés à l'IA générative directement et qui ont une valeur ajoutée qui est massive. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire un projet en marketing sur une entreprise qui faisait de la vente de services de rénovation énergétique. Et leur service de phoning, en fait, ils avaient juste pris une liste de prospects de manière aléatoire. On a pris leur historique de conversion de leur leads et on a fait une IA qui était faite pour classifier et faire un tri dans les prospects de ceux qui étaient les plus prometteurs. Et ça leur a doublé leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont pu cibler directement les bons leads, en fait. C'est pas une IA qui était extraordinairement compliquée, c'est simplement une IA qui était appliquée à un sujet où il y avait un besoin qui était concret. Voilà, donc c'est beaucoup de sujets différents, mais beaucoup dans l'industrie. Enfin, beaucoup dans l'énergie. Voilà. Merci David. Je pense que vous aviez une question. Oui, j'avais une question à Maître Libéry, si vous permettez. Merci pour votre témoignage. Vous parlez beaucoup de la génération de documents, mais est-ce qu'on peut imaginer demain, au-delà de la génération de documents, d'être dans la prise de décision, c'est-à-dire des tribunaux qui soient assistés par l'IA dans leur prise de décision, voire même demain de plus en plus assistés, voire même peut-être, pourquoi pas, remplacer demain pour une prise de décision à la fois plus mature et surtout plus rapide, par exemple pour les conseils de prud'homme ou pour d'autres tribunaux, un peu si je fais le parallèle avec les voitures, de plus en plus assistées et d'ores et déjà autonomes. Est-ce qu'on peut penser dans cette prise de décision, il peut y avoir une vraie transformation de tout le système juridique, en fait? Alors, je pense que la question que vous posez, elle est beaucoup plus large, en fait. Je faisais un parallèle tout à l'heure, mais de manière volontaire, dans les années 91-92, avec la loi sur la bioéthique. Je crois vous l'avez redit tout à l'heure, la question de l'éthique est fondamentale dans la gestion de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, en ce qui concerne l'utilisation, si je prends l'aspect judiciaire, par les avocats et probablement par les tribunaux, vous savez qu'il y a quand même toujours un décalage pour des questions de coût, parce que ça coûte cher, l'intelligence artificielle. C'est la notion vous avez parlé tout à l'heure de prédiction. Et effectivement, il y a des sociétés en France qui se sont développées par rapport à cette notion de prédiction, de décision, suite à des bases de données importantes d'arrêts, de cours d'appel, de cours de cassation. Donc c'est une aide à la décision. Et en fait, cette aide à la décision, avant d'être utilisée dans quelques années en partie, je pense, par les magistrats, notamment pour rendre le travail du greffe beaucoup plus rapide, parce qu'il y a quand même des problématiques d'embauche à ce niveau-là. La question de la prédiction, elle va d'abord être utilisée, elle est déjà utilisée par les assureurs. Et c'est là où véritablement l'intelligence artificielle peut avoir un impact très important. C'est s'il y a un litige en termes d'assurance, quelle peut être la décision finale des tribunaux par rapport à telle ou telle problématique qui s'est posée. Et on sent, nous, que les assureurs et les avocats sont en train d'utiliser et de plus en plus utiliser cette notion de prédiction pour pouvoir justement apprécier la notion de risque vis-à-vis des clients ou des particuliers. Voilà. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, ce débat-là, il ne concerne pas uniquement le monde de la justice, mais sur le plan médical, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est déjà le cas. Quand on voit, ne serait-ce que sur des analyses de radio, que l'IA est beaucoup plus performante en termes de découverte ou d'appréciation d'une radio pour la détection des maladies graves, ça pose là aussi une question éthique profonde. Merci. D'autres questions? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le codage. Ouais. En fait, ça ne m'intéressait pas avant, je vous écoute. Ce qui montre l'intérêt de venir à cette séquence pédagogique. Vous avez parlé d'une initiation, mais je me demandais si on veut que ce soit utile aux jeunes, quel niveau d'expertise ils doivent avoir en matière de codage.
pour qu'ils puissent travailler de façon la plus optimale avec ces outils d'intelligence artificielle. Alors, imaginons que les élèves n'aient jamais utilisé un ordinateur de leur vie. Bon, ça serait un peu compliqué, mais s'ils ont les bases minimales d'utiliser et démarrer un ordinateur, Python, qui est le langage, on va dire, le plus utilisé dans le domaine de l'IA, c'est quelque chose qu'on peut appréhender en une semaine, par exemple. C'est pas quelque chose qui est un module de 6 mois ou un module d'un an. Enfin, on peut pousser le développement en Python pendant de très longues années, mais comprendre le fonctionnement d'une librairie, le fonctionnement du langage, quelles sont les différentes boucles et la structure du code, c'est quelque chose qui est vraiment accessible. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Python a été développé, que Python a été retenu pour l'IA, c'est parce qu'il est assez simple. Oui. Justement, j'ai du mal à faire le lien. Puisqu'on nous présente les IA comme fonctionnant globalement avec des prompts, du peu que j'en ai testé, j'ai l'impression d'y parler relativement normalement. Alors, plus ou moins normalement, et du coup, j'optimise plus ou moins le résultat. Mais bon, bref, du coup, j'ai du mal à faire le lien avec la maîtrise du code et du Python par rapport à l'utilisation que je peux en faire. Et peut-être que ça répondra à une double question que j'avais un petit peu en amont. Vous avez parlé rapidement de Mistral, dont j'avais un peu entendu parler, oui, mais dont je ne savais pas que c'était de l'open source. Mm. Et est-ce que du coup, si on parle de... Enfin, je ne peux pas faire la réponse dans la question, mais est-ce que du coup, si on parle de connaissances en code, c'est pour utiliser des IA plutôt open source que des IA propriétaires? Exactement. C'est pas une question de prompting, parce que le prompting, dans tous les cas, il va falloir réfléchir à cette question-là de manière indépendante. Mais l'utilisation du code, ça permet d'accéder à des outils qui sont pas forcément fermés. Donc, par exemple, Mistral, qu'on peut faire tourner sur son propre ordinateur. Là où OpenAI fait tourner ChatGPT sur des centaines de cartes graphiques, il existe une solution open source qui peut permettre de faire tourner un outil quasi équivalent sur un laptop. Donc, quelque part, moi je vois ça comme un outil de liberté. C'est-à-dire qu'on peut se casser notre dépendance de ces outils-là où en fait on est pieds et poings liés après avec des abonnements, l'écosystème est fermé, vous n'avez pas le droit d'accéder à certaines choses. Voilà, c'est dans cette optique-là que le code permet de s'affranchir de ChatGPT. C'est un outil de liberté, pas un outil de performance. Un dernier détail, après je ne vous embête plus. Si on a la possibilité, alors je fais mieux la différence, merci, entre le propriétaire et le libre, enfin au moins en termes d'usage en tout cas, mais si je suis ce que vous dites, ça veut dire que l'installation en local du système comme Mistral, dans un groupe qui, je trouve, fait beaucoup, enfin ça fait une petite année que j'interviens, donc j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses de fait. J'ai reçu l'enquête là sur le bilan carbone du groupe IGS, etc., ce que je trouve très intéressant. Et ça veut dire par exemple que dans les pratiques, si on peut faire fonctionner Mistral en local, en formant un peu les élèves, comme vous le disiez tout à l'heure, on pourrait du coup utiliser l'IA de manière beaucoup plus vertueuse, enfin beaucoup plus sobre en tout cas, d'un point de vue énergétique, que des IA propriétaires. Alors, je n'ai pas le bilan carbone exact d'OpenAI, je ne pourrais pas faire de prédiction là-dessus, mais en tout cas de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus respectueuse en tout cas de la propriété intellectuelle. On sait ce qui est dans le code, on sait ce qui se passe dedans, on peut connaître le corpus d'entraînement. Parce que quand on parle d'IA, on voit simplement l'application, mais l'IA, c'est la face immergée de l'iceberg. Ce qui est la face immergée, c'est le corpus de données sur lequel on va l'entraîner. Donc on a l'IA d'un côté, le corpus de l'autre, on maîtrise quel est le corpus qu'on envoie dans l'IA pour l'entraîner. Donc on sait ce qu'on veut y mettre ou pas. Est-ce qu'on veut y mettre des forums Reddit qui ont potentiellement des biais massifs, ou est-ce qu'on veut y mettre des choses peut-être différentes? On a la maîtrise en tout cas, et on peut éduquer les élèves à leur dire, voilà, les biais qu'on va mettre dans notre corpus d'entraînement se retrouveront à la sortie. Donc, regardez, on va faire un test avec ça, vous voyez le résultat, ça fait ça. Un peu comme un TP par exemple, où vous voyez, vous allez tester de faire une réaction chimique, vous voyez le résultat par vous-même, c'est beaucoup plus parlant que si on vous l'explique. Voilà. Et ça serait faisable en tout cas d'avoir un ordinateur ici qui puisse faire tourner Mistral sans un investissement qui soit colossal. Merci beaucoup, merci David. Donc il nous reste à peu près 10 minutes avant de clôturer. Pendant ces 10 minutes, j'aimerais peut-être vous dire
que le mardi 23 avril, c'est une date aussi où on peut se revoir. Notez-la, 12h30 à 14h, donc bientôt vous recevrez de la part donc, de la boîte de la direction académique cette invitation. La thématique sera fixée en fonction. Céline et Oriane sont à l'arrière, vont vous distribuer un questionnaire justement de satisfaction, et à la fin de ce questionnaire, on vous dit quel est le sujet sur lequel vous aimeriez qu'on discute ensemble. Je vois que la question de carbone revient, etc. Ça va on va clôturer avec. Donc en tout cas, notez vos questions, vos questionnements, et comme Loïc l'a dit, on espère l'année prochaine avoir plus de temps d'échange, voilà, comme celui-là. Ce n'est que le début. Deuxième chose que je voulais vous dire, donc voilà, avec le capitaine Haddock, donc aujourd'hui, voilà, on est pour, on est contre, est-ce que c'est une intelligence, est-ce que c'est pas une intelligence, donc juste un questionnement parmi d'autres. Mais très brièvement aussi, en interrogeant les enseignantes de Toulouse, de Lyon et de Paris sur comment est-ce que ils définissent les IA, et voilà. Et j'ai récapitulé en fait, donc j'ai pris le summum de ce que vous avez dit sur la définition, et vous avez dit nous sommes confrontés aujourd'hui à une machine, point d'interrogation, un assistant qui résume un texte, qui développe une argumentation, qui recherche des informations, qui les met en forme, les traduit, fait de la musique, clone des voix, dessine des images, rédige des livres, etc. etc. Et vous avez manifesté lors de Semaine Pédagogia que vous êtes à la fois admiratif de ce que les intelligences artificielles font, vous êtes à la fois étonné, vous êtes à la fois inquiet, et vous m'avez dit que nous sommes au début. Donc, voilà des questionnements aussi qui ont émané de vous. Est-ce que les IA vont nous contraindre à réviser entièrement nos méthodes ? Est-ce que désormais, ça va dispenser les apprenants d'apprendre et d'apprendre réellement comme nous avons appris? Plusieurs questionnements. Donc, on les a vus à travers l'intervention de nos intervenants, enfin les 3 interventions brillantes de nos intervenants, que finalement, quand on regarde, on est dans des corpus, donc des milliards de corpus, où on va aller piocher dedans pour prédire des mots à travers donc ce corpus-là, et pour les transformer. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand il faut l'utiliser. On a dit tout à l'heure, si on est expert de la matière, ou on aide nos apprenants, en tout cas, à avoir un approfondissement dans le sujet qu'on amène, l'IA est la bienvenue. Si on n'est pas expert de la matière, c'est peut-être un questionnement également. En tout cas, c'est une co-construction avec l'IA, et on verra ça. Mais aussi, c'est quand on sait ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Et donc, on l'a vu avec le schéma de tout à l'heure. Et on a vu que, par exemple, l'IA peut contextualiser des réponses, préciser des mots. Et ça, c'est les bienvenus en salle de classe. Rédiger, améliorer des textes. Donc, on ne va pas poser la question dans le prompt à rédiger le texte. On va le rédiger nous-mêmes, on va le mettre dans l'IA, et probablement avoir un retour de l'IA sur des précisions, sur une certaine amélioration, sur une certaine reformulation, etc. etc. Donc, je vais vous montrer quelques histoires que moi, je suis allée le challenger, mais ça date de janvier 2023, donc un an auparavant. Je lui ai dit de m'aider à rédiger un plan d'affaires, et ce que j'avais envie de faire, c'est de créer une nouvelle forme de bulletin scolaire qui aide les parents, les enseignants, les apprenants, etc., à être mieux avertis. Et bien là, dans ce qu'il m'a proposé, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais en tout cas, il m'a aidé, comme un assistant, à reformuler, à préciser, quelquefois à ajouter des éléments auxquels je n'avais pas pensé, et à corriger des erreurs. En tout cas, il m'a aidé à changer de registre. Donc, il peut écrire avec tous les registres. Autre chose aussi, je voulais écrire un texte argumentatif. Et je lui ai posé la question, bien sûr je vous dirai après comment je l'ai interrogé, et ça se voit de toute façon devant vous, doit-on permettre l'utilisation de ChatGPT en classe d'un point de vue d'un enseignant qui est pour ChatGPT, avec 3 arguments. Vous avez vu qu'il m'a amené donc le sujet, la réécriture de la phrase, du texte, avec un sujet argumentatif, le sujet, la thèse défendue, les arguments, comment est-ce qu'il a divisé
le sujet, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des questions de prompt. Et puis, je suis allée m'amuser en lui disant, écoute, réécris-moi cette phrase avec un style un peu plus scientifique. Donc, il a pris Einstein et il a écrit avec le style d'Einstein. Et après, je lui ai dit, bah, écris-moi avec du braille, la même phrase, avec un style de braille, de haïku, des émojis, du latin morse. Donc, cette capacité à parler des langues diverses également. Autre chose, je lui ai posé la question de calcul et je lui ai dit, David a 10 ans, son petit frère Franck a la moitié de son âge. Quand David sera 10 fois plus âgé, quel âge aura Franck? Il m'a répondu, il aura 50 ans. Alors, ça c'était en janvier 23. En mars 23, j'ai posé la même question et il m'a dit qu'il aura 95 ans. Donc, on revient à la question d'expertise. Alors moi, nul en calcul, un élève, voilà, ben, je prends la réponse telle qu'elle, je la soumets, et puis là, j'engage toute ma responsabilité. Comment, voilà. Vous voyez, donc si on n'aide pas les apprenants dans l'analyse, dans la précision, etc., c'est quand même inquiétant. Autre chose, on parlait de classement tout à l'heure, hein, on parlait de classement. Donc là, je suis allée sur des outils vidéo et je lui ai mis tous les noms des outils vidéo et je lui ai dit classe-les en tableau avec les tarifs, les appareils compatibles, les formats, la facilité d'utilisation, tout ça pour qu'un enfant de 12 ans puisse lire et comprendre. Et il a pu donc organiser les éléments, il a pu le mettre en tableau. Alors là, on a parlé de calcul tout à l'heure. Là, je lui ai posé la question, écris-moi une phrase sans la lettre R. Il me dit, j'aime boire du jus d'orange en été. Alors, je lui dis, dis-moi combien de R il y a dans ta réponse. Il me dit, aucune. Donc, vous voyez, encore une fois, pour quelqu'un qui n'est pas averti, c'est dangereux si on ne les guide pas dans le prompt, dans l'écriture du prompt. Alors, avec la version pro, toutefois, il a été plus intelligent et il m'a dit le chat miaule doucement, il n'y a pas de R. Hein, mais voilà, il a fallu passer par la version payante. Ici aussi, on a dit on a parlé d'inspiration, de créativité tout à l'heure, hein, que c'est un outil qui pourrait nous aider dans la créativité, etc. Et donc, là, par exemple, il me donne un jeu pour des élèves de 12 ans. Il me donne plusieurs jeux et il les adapte à l'âge des enfants de 12 ans. Attention aussi, on parlait des fautes tout à l'heure. Hein. Ben aussi, nos étudiants, ils sont un peu plus avertis que nous. Alors, quand ils posent leurs questions dans les outils d'intelligence artificielle, ils disent, voilà, j'ai tel âge, j'ai tel niveau, fais-moi 5 fautes dans mon texte. Et donc, ils vous soumettent le texte. Et voilà quel est mon style. Même, ils peuvent lui donner une partie du style et il va réécrire avec le style de l'apprenant. C'est un peu bluffant. Donc, voilà ce qu'il est capable de faire aussi, de résumer. Là, je suis allée lui donner un article en anglais et je lui ai dit, reformule ce texte en français, résume-le. Il m'a résumé entièrement en français. Et puis, je lui ai dit, bah, donne-moi d'autres articles récents sur le sujet en français. Et il m'a donné des articles récents. Donc, il peut traduire, il peut voilà, donc faire l'analyse carrément d'un texte que j'injecte dans une langue vers une autre langue. Alors, comment faire la requête? On parlait tout à l'heure, comment faire le prompt. Donc, il y a 5 étapes. Et je vous ai donné l'élément que vous pouvez télécharger avec l'UQAM, hein, donc le 101. Alors, première chose, on va lui donner un rôle. C'est pas que l'enseignant nous a donné une question, nos apprenants vont et ils posent la même question et là, catastrophe comme on a vu. Donc, premièrement, on va lui dire, agis en tant que spécialiste de quelque chose. Agis en tant que rédacteur, agis en tant que juriste, agis en tant que rédacteur professionnel, etc., etc. On va lui donner un rôle. Ensuite, on va lui dire, vous, quel est votre contexte? Je suis enseignante de marketing à l'ICD en première année, etc., etc. Donc, quel est votre rôle à vous pour qu'il puisse vous augmenter? Tu parlais, Philippe, tout à l'heure d'augmentation. Et voilà, vous avez parlé donc d'un prof qui nous augmente, d'un assistant qui nous augmente. Donc, voilà quel est votre contexte. Alors, après, on lui dit quelle est la tâche qu'on lui demande. Poliment, assurément, parce qu'on a vu que aussi, si on est plus poli. Donc, moi, je voudrais que tu vulgarises avec S l'histoire du sirop d'érable, par exemple, puisque je suis enseignante
disons, d'histoire et que je voudrais expliquer la question de comment on fabrique le sirop d'érable, ben, vulgarise ceci et je lui dis quelles sont les contraintes. Ça veut dire que je voudrais que ce texte soit adapté à des étudiants, des apprenants de tel âge. Je voudrais qu'il ait un ton ludique. Je voudrais qu'il soit crédible, etc., etc. Et je lui dis le format attendu. Je voudrais 3 paragraphes. Je voudrais que tu mets ces 3 éléments en caractère gras. Je voudrais que tu ajoutes un texte qui résume les étapes, etc., etc. Donc, quelles sont les contraintes? Sinon, si je pose la question comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, j'ai une réponse, aussi ça a été dit par les intervenants, aléatoire. Toutefois, quand je le guide, quand je peaufine ma question sur ces 5 étapes, je risque d'être moins déçu que quand je pose une question aléatoire ainsi. Alors, assurément, j'ai parlé tout à l'heure aussi en introduction d'étudiants qui sont plus dans la consommation aujourd'hui, de plus en plus. Et on a vu dans les témoignages comment on les amène de cette consommation passive à une consommation interactive, quelque chose qui a été fait par l'IA et interagit avec ce texte-là. Comment tu l'améliores? Qu'est-ce que tu précises? Ou bien l'inverse, qu'est-ce que toi tu as écrit, tu le mets dans l'IA et comment est-ce qu'elle peut t'augmenter un tout petit peu pour passer à la création de contenu à partir de ce que vous avez fait et bref, pour co-créer du contenu et faire une co-création participative des connaissances. Donc, carrément utiliser l'IA comme voilà, un assistant carrément dans la tâche. Alors aujourd'hui, on a cette question d'intégrité académique. Hein. On peut y aller, comme vous voyez sur cette échelle-là, c'est un texte de Simon Duguay qui est du Québec et qui a fait cette analyse. Donc, comment amener nos étudiants aujourd'hui à cette notion d'intégrité de laquelle vous avez parlé tout à l'heure, repenser les notions de plagiat et de triche. Donc, l'élève qui fait une requête, qui copie la réponse, qui la donne directement, telle qu'elle est. Et pour arriver donc justement à l'élève qui écrit l'entièreté du texte sans IA, sans consulter Internet, etc. Et quelles sont les étapes intermédiaires pour y arriver. Bref, alors, comme on doit conclure, un élément important, c'est que, comme on l'a vu, ChatGPT, il a mis 5 jours pour atteindre le 1 million d'utilisateurs, alors que Netflix a mis 3 ans et demi. On a vu aussi qu'il y a cette question de moratoire, que ça va trop vite. Yoshua Bengio, qui est canadien, en fait, est à la base, hein, parmi tant d'autres, de la création de ces intelligences artificielles et qui ont dit « stop ». Ça va trop vite, c'est pas ça ce qu'on a voulu au point de départ. Aussi, la technique sans éthique n'est que ruine de l'âme, pour ne citer que François Tadei. Et puis, on voit aussi pour la question d'émissions carbone, on en a parlé. Donc aujourd'hui, quand on voit l'entraînement du modèle de ChatGPT 3 hein, a nécessité autant d'énergie que le voyage aller-retour d'une voiture sur la Lune, ça nous pose des questions. Mais également donc plein de règlements, hein, donc de plus en plus en Europe et ailleurs, sur les questions des intelligences artificielles. Et encore Geoffrey Hinton, qui était également à la base des créations des intelligences artificielles, lui dit, regardez où nous étions il y a 5 ans et la situation actuelle. Sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce premier déjeuner voilà, a apporté en tout cas plus de questionnements peut-être, ou plus de réponses.